Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence. On va essayer de voir comment on peut optimiser un petit peu son processus de recrutement, comment est-ce qu'on peut faire plus avec moins. En attendant que tout le monde se connecte, je vous invite à me dire si vous m'entendez bien, s'il y a le moindre problème de connexion, si, il y a d'où est-ce que vous nous suivez aussi, ça me permettra de voir s'il y a un petit peu de monde. Vous avez en bas à droite le bouton chat où vous pouvez parler. Je vais vous mettre d'ailleurs un message. Hop, voilà. Normalement, vous devriez tous le recevoir. Bonjour Joël. Vous avez également, juste à côté de cet onglet chat, vous avez un onglet questions. Tout au long de la conférence, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Je sais que par habitude, beaucoup vont les poser dans le chat, donc je vais quand même regarder ce qui s'y passera. Mais l'intérêt de l'onglet questions, c'est que vous pouvez voter pour les questions des autres, ce qui permet d'avoir un ordre de priorité et aussi de les partager directement à l'écran pour qu'on ait le contexte et voir à quoi on répond. OK, il est 13h01. On va attendre encore 1 ou 2 minutes. L'idée, ça ne va pas être de vous réapprendre ce que c'est que la cooptation, vous le connaissez déjà pour la plupart. L'idée, ça va être de voir comment est-ce qu'on l'exploite au mieux, comment on passe le pas et essayer peut-être de se rappeler quel est l'intérêt de la cooptation. Donc, eh bien, écoutez, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde connecté puisque je ne peux pas le voir, mais on va déjà commencer comme ça. Déjà, merci à ceux qui sont connectés. Merci beaucoup de suivre les 24 heures RH et d'être venus à la conférence qui coopte sur la cooptation. Pour ma part, donc moi, je suis Géraud de la Comté, je m'occupe des partenariats, je suis responsable des partenariats. Et je travaille aussi sur les projets d'innovation. Ça fait 14 ans que je travaille dans l'écosystème des solutions en recrutement au sens large. Donc j'en ai vu beaucoup. J'ai vu beaucoup de solutions fonctionner, beaucoup de solutions moins bien fonctionner, certaines s'arrêter également. Et KickUp est une solution que je suis depuis le début, que j'ai connue très tôt. Pour laquelle j'ai failli travailler à plusieurs reprises jusqu'à maintenant faire partie aussi de l'équipe. Et donc, la manière dont on va traiter ça aujourd'hui, on va d'abord se poser quelques questions, voir quelques grands chiffres et quelques solutions du marché, et ensuite poser un diagnostic et voir comment est-ce que vous pouvez déjà vous poser des questions et activer quelques leviers dès demain. D'ailleurs, peut-être que ce matin même, vous avez commencé à optimiser vos annonces, à optimiser votre budget job board, votre scoring candidat par IA et essayer d'affiner justement votre processus pour l'améliorer le mieux possible. Donc, la question qu'on va essayer de se poser aujourd'hui, c'est est-ce que le meilleur canal en recrutement, vous ne l'avez pas déjà dans votre entreprise? Est-ce que vous ne l'utiliseriez pas aujourd'hui? Euh, la première chose qu'on va essayer de regarder, c'est est-ce que vous avez aujourd'hui des défis dans votre recrutement et quels types de défis sont majoritairement présents dans le recrutement. Donc, vous avez un sondage qui va s'afficher à l'écran et je vous invite à répondre à ce sondage pour nous dire s'il y a des points en particulier, enfin quel est le point en particulier que vous souhaiteriez résoudre demain dans les défis que vous pouvez avoir. Plusieurs de ces défis peuvent exister, coexister. N'hésitez pas à le dire dans le chat. Là, on vous demande d'en choisir un pour essayer d'avoir une stat un tout petit peu plus poussée. Et donc, n'hésitez pas à me dire dans le chat directement si vous avez d'autres défis particuliers. OK. Ce qui se dessine pour l'instant, je vois, c'est pénurie de talent. Donc, la première chose qu'on voit, c'est pénurie de talent, budget, fidélisation qui arrive aussi derrière. Mais OK, ça s'affine. Budget et pénurie de talent, ça s'affine pas mal. Très bien. C'est les deux qui ressortent le plus, budget, pénurie de talent. On y reviendra, continuez à répondre. Je regarderai le détail du sondage au fur et à mesure. On va parler d'un sujet dont vous avez entendu parler 1000 fois, mais on va essayer d'en parler de manière très pragmatique. Les candidats passifs. C'est un gros mot, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. On va essayer d'en parler assez simplement. Des candidats passifs, c'est quoi? Parmi l'ensemble des candidats potentiels, ça veut dire des personnes qui seraient en mobilité, il n'y en a que 30%. Alors ça, c'est une vieille étude de LinkedIn. Elle est un peu ancienne, mais elle a été réactualisée récemment et l'écart est quasiment inexistant. Donc ça reste tout à fait d'actualité. Il n'y a que 30% des personnes qui seraient potentiellement mobiles qui sont actives dans cette démarche. Active, ça veut dire quoi? S'inscrire sur une CVTech, s'inscrire sur un job board, répondre à une annonce, se mettre en open to work typiquement sur LinkedIn ou ce genre de choses. Donc finalement, c'est peu. C'est peu parce que ça veut dire que 70% des candidats potentiels, eh ben, on ne va pas les traiter, on ne les touche pas aujourd'hui avec des canaux traditionnels.
C'est des candidats qui ne visitent pas les job boards, qui ne vont pas répondre à des annonces. Donc, finalement, à travers nos canaux traditionnels, on ne couvre que 30% de ce marché réel, ce qui est ultra problématique. Maintenant, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut aller chercher ces 70%. C'est pas compliqué, hein. Pour les 70% restants, il y a un seul canal possible, c'est le réseau. Le réseau, ça peut prendre plusieurs formes, mais le seul canal pour adresser des candidats passifs, c'est le réseau. D'abord, il y a le réseau social. Et là, on peut le distinguer des approches possibles en deux formes. Il y a le réseau social professionnel LinkedIn où vous allez pouvoir faire une démarche active et aller chercher des candidats, les adresser directement, espérer avoir une réponse, ce qui peut arriver dans 20 à 25% des cas. Donc, de trouver le candidat intéressé parmi tous les candidats intéressants que vous avez ciblés. Deuxième option possible, la programmatique. La programmatique certaines solutions de programmatique vont vous permettre de créer, de mettre une créa pour une campagne de recrutement particulière, mais donc encore faut-il avoir beaucoup de besoins, et de diffuser cette campagne comme une publicité sur les réseaux sociaux. L'énorme avantage, c'est que ça permet de cibler très précisément des candidats qui répondent au persona qu'on a dessiné avec la solution programmatique. Donc, ça veut dire des candidats qui matchent avec la typologie de métier, la localité, ce qu'on cherchait au préalable. Maintenant, pour que ça soit rentable, pour que ça soit intéressant, on ne le fait pas pour un recrutement. On le fait parce qu'on va lancer une campagne de recrutement dans l'année où on va avoir 15, 20, 30 recrutements possibles et ça ne devient intéressant qu'à ce moment-là. Toujours dans le réseau, donc on a vu le réseau social. Maintenant, l'autre partie réseau, elle est assez logique. Ce sont vos candidats. Enfin, vos collaborateurs, pardon, excusez-moi. Vos collaborateurs, c'est eux qui vont pouvoir potentiellement relayer les messages que vous pouvez avoir auprès des différents cercles sociaux qu'ils peuvent avoir. Donc, c'est très lié avec la question du budget. Le budget, ça représente 50% des répondants au sondage de tout à l'heure, quand la pénurie de talent répond à 33%. Donc, pénurie de talent, on commence à l'adresser, mais on va creuser le sujet après. Mais là, on va traiter un peu cette partie budget, justement. Les job boards traditionnels, à la grosse louche, on est entre 300 et 1500 euros à peu près par diffusion. Un cabinet, donc tout ça vous l'avez sous les yeux, hein, si jamais on décide d'activer un cabinet pour un recrutement externe, 15-20% du salaire brut annuel, donc on est sur un budget colossal. Si à cela on ajoute le temps du recruteur, le temps du manager, on va compter justement entre 20 et 30 heures de travail cumulé, voire plus dans certains cas. Alors, le coût de l'échec, on va le traiter un peu à part. Mais donc, un recrutement externe standard, comme on le fait d'habitude, c'est entre 5 000 et 15 000 euros, sans parler du risque. Le risque, c'est quoi? Alors d'abord, il y a une notion d'échec. On peut se poser la question de qu'est-ce qu'un échec en recrutement. L'échec, ça peut être une durée qui s'allonge, tout simplement, la durée du recrutement qui s'allonge. Ça peut être quelqu'un qu'on ne garde pas après sa période d'essai, et ça peut être quelqu'un qu'on a recruté, qu'on garde, et qui finalement ne fait pas le travail, ne couvre pas le besoin réel. Celui-là est le plus grave. Pourquoi est-ce que la notion d'échec, on parle entre 50 et 200% du salaire annuel? Bon, ok, c'est très très large comme fourchette. Il y a plein de manières de l'évaluer. Certains vont l'évaluer en parlant juste du coût d'acquisition du candidat. D'autres vont l'évaluer en prenant en compte le temps passé pour recruter, voire même pour former ce candidat, pour prendre les outils, commander l'ordinateur qui allait bien, pour lui installer son poste de travail, pour justement l'investissement qu'on a mis sur ce nouveau collaborateur. Donc, c'est pour ça que la fourchette est aussi large. Tout dépend de comment est-ce que vous évaluez cet échec en recrutement. Mais l'échec aussi a évidemment un coût colossal dans votre recrutement. Et donc, la question, c'est est-ce que, d'abord, vous avez déjà calculé le coût réel d'un recrutement dans votre organisation? Ça, c'est la première métrique que vous devez appliquer. Quel est le coût d'un recrutement pour moi? Et donc, cette conclusion doit vous amener à une conclusion qu'il y a le sourcing subi et le sourcing piloté. Le sourcing subi, c'est quoi? Vous avez un besoin qui a été émis par un manager. Ce besoin, vous allez devoir le traiter. D'abord, il va falloir que vous soyez réactif. Il va falloir que vous utilisiez les plateformes que vous avez à portée de main, donc les plateformes un peu classiques, les job boards, l'oligopole job board qui s'est formé et que vous avez l'habitude d'utiliser. Quelques frais fixes, évidemment, incompressibles qui sont là. Ensuite, une fois qu'on a ces conclusions et qu'on voit le coût que ça représente et la réactivité dont il faut faire preuve et finalement le manque d'efficacité que ça peut avoir, on
commence à s'orienter vers du sourcing piloté. Le sourcing piloté, c'est un sourcing multicanal qui est organisé, où vous avez un vivier de talents interne activable en continu parce que vous avez continué à alimenter pour les besoins récurrents que vous avez ce vivier de talents. Ça veut dire que vous avez un ATS qui le pilote convenablement, avec des KPI précis, avec un ROI qui est mesuré et maîtrisé, la possibilité de valoriser évidemment votre marque employeur. Tout ça, ça fait partie de ce qu'est un sourcing totalement piloté. Donc, si jamais, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous avez déjà calculé ce coût réel d'un recrutement dans votre organisation. Je suis très intéressé pour le savoir. Ça nous permet de comparer avec les études qu'on a pu mener et voir si on est complètement déconnecté de la réalité ou si ça ressemble à des choses que vous avez pu rencontrer. À partir du moment où on a choisi de maîtriser son sourcing, on rentre dans une autre phase. D'abord, vous avez un réseau. Ce réseau, c'est vos collaborateurs. On a parlé du réseau social, je ne vais pas y revenir, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais le réseau de vos collaborateurs, il est activable et immédiatement activable. Un collaborateur, on va dire qu'en moyenne, il a entre 200 et 500 contacts sur les réseaux pro. Alors, vous, RH, vous en avez beaucoup plus et c'est normal, c'est la nature des choses. Mais on va dire qu'un collaborateur moyen va avoir entre 200 et 500 contacts. Ça veut dire qu'une entreprise qui a 500 salariés, on parle de 100 à 250 000 candidats passifs potentiels qu'on peut cibler, qu'on peut toucher, avec déjà un métier et une affinité. Qu'est-ce qu'on entend par un métier et une affinité? L'un des principaux freins pour les entreprises pour avoir recours à la cooptation, donc le frein qui vient de l'entreprise, c'est la peur du clonage. Alors la peur du clonage, elle existe, c'est normal, mais en fait ce clonage, vous l'appliquez déjà. Vous l'appliquez à partir du moment où ce sont les mêmes personnes qui recrutent. Il y a toujours des biais qui font qu'on recrute des personnes qui nous ressemblent et on risque d'avoir de toutes les manières ce clonage. Quand on fait appel au réseau de nos collaborateurs, le clonage, il est présent, c'est certain. Si je regarde mon réseau à moi, à 90%, mon réseau, c'est des personnes qui ont bossé dans des startups ou dans des scale-up, c'est des personnes qui travaillent en RH ou en SIRH, ou c'est des personnes qui ont fait des études soit les mêmes que les miennes, soit similaires aux miennes. Donc oui, c'est des personnes qui vont sensiblement me ressembler. Maintenant, cette peur du clonage, elle est justifiée à partir du moment où vous ne faites pas l'effort au départ de recruter des personnes d'horizons diverses. Si jamais votre échantillon de départ, vos premiers collaborateurs, eux, sont d'horizons diverses, que vous avez apporté de la diversité dans votre entreprise, en toute logique, en exploitant le réseau de ce noyau dur qui est déjà multiculturel, vous devriez, en toute logique, faire croître ce multiculturalisme au sein de votre entreprise. Donc, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que si jamais on a bien travaillé l'échantillon de départ, on va avoir des personnes diverses. Pourquoi est-ce que je parlais de ça? Parce qu'on parle ici de candidats qui ont déjà une affinité métier. À partir du moment où ils sont en réseau avec l'un de vos collaborateurs, il y a des chances qu'une grosse partie de ce réseau ait déjà une affinité métier avec ce collaborateur. Si je regarde le réseau des développeurs qui travaillent chez nous, ils ont une grosse partie de leur réseau qui sont d'autres développeurs. Si je regarde les commerciaux, ils ont une grosse partie de leur réseau qui sont leurs clients et une autre partie qui sont d'autres commerciaux. Donc, on peut déjà cibler cette affinité métier grâce à la cooptation. Donc, structurellement, c'est un système qui fonctionne. Et qui fonctionne pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, l'accès à ces candidats passifs. On a vu 70% des candidats auxquels on n'a pas accès. Ici, on y a accès. Je vois qu'il y a des questions qui se posent. N'hésitez pas à continuer à en poser dans l'onglet questions. Je reviendrai dessus après. Là, la question était juste de savoir si vous alliez recevoir le replay. Je vais laisser quelqu'un de par en RH répondre à cette question parce que pour le coup, j'interviens, mais je ne maîtrise pas le replay, donc je ne peux pas vous dire. Donc, pourquoi structurellement ça fonctionne? D'abord, l'accès aux candidats passifs. 70% du marché de l'emploi auquel on n'a pas accès habituellement. OK. Deuxième partie, la compréhension de la culture. Ça veut dire quoi? Votre marque employeur est un moyen de véhiculer votre culture, mais de la véhiculer avec votre prisme. Et on parle ici de marque employeur choisie. La marque employeur choisie devrait être la marque employeur réelle, mais on le sait tous, ce n'est pas toujours le cas. On essaie quand même de maîtriser le message. Quand ça passe par un père, par un ami, un collègue, un ancien collègue, un contact, il ne va pas survendre l'entreprise. Parce que, en tant que coopteur, il se mouille auprès de son employeur, il mouille sa chemise auprès de son employeur, mais il le fait aussi auprès de ses contacts à lui. Et donc, il ne va pas essayer de survendre l'entreprise, il va leur dire les choses de manière très factuelle, le bon comme le moins bon.
Ça peut être dérangeant, on peut se poser la question, sauf qu'à partir du moment où la cooptation, elle marche, ça veut dire que la personne, elle est, elle est, alignée avec cette culture d'entreprise, avec le bon comme le moins bon. Donc, elle devrait, en toute logique, faire l'affaire sur le long terme. On ne devrait pas avoir de rejet de la culture de l'entreprise, d'avoir ce côté désabusé qu'on peut découvrir pendant les premiers mois, pendant l'onboarding, pendant la période d'essai. Logiquement, cette partie-là, on l'a un petit peu sécurisée, c'est structurel. Deuxième partie, troisième partie, pardon, l'engagement réputationnel. C'est quoi l'engagement réputationnel? Je suis coopteur. Lorsque j'amène un candidat potentiel auprès de mon employeur, ce candidat, je l'ai sélectionné. Ça, c'est un des principaux freins à la cooptation. C'est même un problème, mais c'est très spécifique au marché français. Si on regarde le marché américain, où la cooptation a explosé, 80% des entreprises américaines ont un programme de cooptation structuré, quand il n'y en a que 20 à 30% en France. Pourquoi est-ce que ça fonctionne beaucoup mieux là-bas? Parce qu'on ne se ferme pas la porte à proposer tous les profils qu'on a en base. Après, c'est le travail du RH que d'aller affiner, sélectionner et savoir si jamais vraiment cette personne fait l'affaire ou pas. Par contre, en tant qu'opteur, je devrais ouvrir les portes. Dans notre culture française, on le fait peu. On le fait trop peu parce que justement, on a la peur de salir notre propre réputation en tant que coopteur. Ce qui veut dire que les profils que l'on amène à notre employeur sont ultra sélectionnés. Généralement, c'est des profils où on est certain que ça va matcher. Ça veut dire que le fit, il est fait dans les deux sens. Le culture fit avec l'entreprise, il est fait parce que j'ai parlé de mon employeur auprès d'un candidat potentiel en considérant que ça pouvait matcher avec lui. Et lui, du coup, a accepté que je le mette en relation. Derrière, le job fit, il est fait aussi parce que j'ai sélectionné, moi, ce candidat. Je n'ai pas voulu envoyer tous les candidats potentiels à mon entreprise. J'ai sélectionné ceux qui pouvaient faire l'affaire. Donc ça, c'est un vrai gage de qualité. On va voir comment ça se traduit dans les chiffres juste après. Et enfin, la connaissance métier. La connaissance métier grâce au réseau. Il est vrai qu'en règle générale, on fait appel à son réseau des personnes qui connaissent le métier pour lequel on va recruter. Donc ça fonctionne particulièrement. Ce qui donne des candidatures préqualifiées. Pourquoi des candidatures préqualifiées? Parce qu'on peut les amener directement dans des étapes euh, euh, qui vont au-delà de la simple boîte de réception qu'on a dans son ATS. D'ailleurs, dans une intégration bien faite avec l'ATS, ce qui est le cas entre Kickopt et Between typiquement, eh bien, lorsqu'un candidat arrive en boîte de réception, lorsqu'un candidat est coopté, on peut faire en sorte qu'il arrive en boîte de réception, comme on peut faire en sorte qu'il arrive directement dans une étape de préqualification, parce qu'on sait que les candidats issus de la cooptation doivent être traités différemment des autres candidats. Donc, on va choisir de les mettre dans une étape où ils vont avoir un échange humain avec un recruteur qui va pouvoir vérifier la qualité de la candidature. Comment est-ce qu'on vérifie ça dans les chiffres? Alors, juste avant, je vais répondre à la question qui avait été posée puisque j'ai eu la réponse. Le replay, oui, tout le monde va bien recevoir automatiquement le replay par mail dès la fin de la séance. Donc, pour répondre à la question, oui, vous aurez bien le replay. OK. Les résultats qu'on observe, du coup. Le premier chiffre, 7,7, il est hyper parlant. Vous avez besoin de moins de 8 candidatures issues de la cooptation pour pourvoir un poste. Pour vous donner un ordre de comparaison, les candidatures issues des job boards, en moyenne, c'est 20 à 30 candidatures nécessaires pour pourvoir un poste. Là, avec moins de 8 candidatures, je suis déjà capable de pourvoir le poste. C'est une moyenne, évidemment, mais c'est une moyenne qui ne se calcule pas avec des écarts-types monstrueux. On n'est pas en train d'avoir des épiphénomènes dans tous les sens qui vont fausser notre moyenne. Vraiment, quand on analyse les stats de nos clients, on est sur un créneau très restreint et on voit que pour tout le monde, on va osciller entre 5 et 10, mais jamais moins, jamais plus. Donc, avec seulement 7,7 candidatures, je peux pourvoir un poste. Ça, c'est hyper parlant, ça montre la qualité des candidatures qui arrivent issues de la cooptation. Le taux de transformation, donc évidemment, on est sur un x10. C'est quand même colossal. C'est-à-dire que le taux de candidats issus de la cooptation par rapport au recrutement traditionnel, c'est x10. Il y a 10 fois plus de candidats issus de la cooptation qu'on va réellement embaucher dans son entreprise. Et pas forcément pour le poste qu'on a recruté. Il y a déjà le culture fit. Donc finalement, ces candidats, on va peut-être potentiellement les réexploiter sur un autre poste, mais la qualité de ces candidatures est telle que ça nous fait avancer beaucoup plus vite. Les recrutements réalisés via la cooptation chez nos clients, ça représente 30%. Alors,
Là, pour le coup, on a des écarts types colossaux. On a des clients, les clients les plus performants, on a un client qui est monté à plus de 60% issu de la cooptation, de l'ensemble de ses recrutements issus de la cooptation. Donc ça, effectivement, si jamais on écarte toutes les stats qui sont 2 écarts types au-dessus de la moyenne et qu'on reste sur quelque chose de plus raisonnable, on oscille entre 21 et 30% des recrutements qui sont issus de la cooptation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la qualité de ce que ça donne, mais c'est-à-dire qu'on a un canal qui nous permet de réaliser un quart à un tiers de nos recrutements avec un seul canal. Quand on se rend compte que ce canal est aussi le moins cher, parce qu'on parle d'un coût moyen par recrutement à 312 euros pour les candidats issus de la cooptation, on ne comprend pas que ça ne soit pas quelque chose de plus général. 312 euros pour un candidat issu de la cooptation. Je vous rappelle, hein, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros, plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros pour le recrutement par les job boards traditionnels. Là, c'est le coût de la solution de cooptation qu'on divise par le coût de recrutement réalisé grâce à la cooptation. En moyenne, on est à 312 euros. C'est vraiment ridiculement bas par rapport aux chiffres classiques qu'on peut avoir. L'autre gisement, alors pardon, d'abord je vais répondre à une question parce que là on va passer sur la partie mobilité interne qui fait partie intégrante de la solution Keycode. Mais je vais répondre à une question avant parce qu'il y avait une question très intéressante d'Emmanuel. Je vais démarrer la réponse en direct. Voilà. Par quel mécanisme interne encourage-t-on la cooptation? Rémunération, évidemment rémunération. Alors, le premier mécanisme, c'est l'animation. Lancer un programme de cooptation, c'est un chiffre, ça sert pas à grand-chose, peu importe, ça dépend de la culture d'entreprise. Ce qui fonctionne, c'est d'animer ce programme de cooptation. Chez Keycoopt, la volonté, c'est de systématiquement fournir une solution et de fournir un programme d'animation. Avec des billets d'animation qui sont fournis par les CSM, il y a un accompagnement de proximité avec le RH qui est ultra poussé, de manière à vous fournir tous les contenus adaptés au moment de l'année, à votre culture d'entreprise, qui vont vous permettre d'animer ce programme de cooptation. L'animation peut passer par mail, par des relances SMS qu'on peut faire, elle peut passer par de l'affichage interne, elle peut passer par plein de systèmes. L'important, c'est d'animer de manière très régulière. Un programme de cooptation qui n'est pas animé, il s'essouffle. Ça veut dire aussi qu'on peut mettre en place des opérations spéciales. Bien sûr que la rémunération est un des leviers, et il faut le faire. Après, on peut aussi avoir des programmes spéciaux sur un poste ultra pénurique, même mettre une prime exceptionnelle. Sur une période, parce qu'on a vraiment un coup de bourre, on a beaucoup de recrutements ouverts en ce moment, on va dire, bon, bah, pendant toute cette période, les personnes qu'on aura recrutées qui seront issues de la cooptation, eh bien, ça apportera une prime supplémentaire aux collaborateurs qu'on double par rapport à notre schéma traditionnel. Ça fait partie, hein, bien sûr, des programmes d'animation qu'il faut proposer. Mais donc, le levier principal pour que ça marche, c'est ça. On n'a pas beaucoup d'autres choix que celui-ci. OK, je vais pouvoir maintenant venir sur la partie mobilité interne parce que c'est le gisement qu'on oublie quand on parle de réseau. Il y a 60% des collaborateurs qui seraient prêts à changer de job au sein de l'entreprise, qui sont mobiles potentiellement au sein de l'entreprise. C'est juste qu'on ne leur propose pas, qu'il n'y a pas de plan de carrière. Alors, parfois, il y a des plans de carrière, mais parfois, juste, on n'est pas heureux dans son job et sans qu'on nous propose une évolution, on nous proposerait un changement de service, on nous proposerait autre chose, on pourrait le prendre. Alors, c'est quelque chose qu'on peut piloter normalement avec un outil de GPEC pour pouvoir voir justement l'attribution des compétences et voir où est-ce qu'il y a des compétences transférables. Mais encore faut-il qu'il y ait un canal où on anime justement la publication des offres d'emploi, où on anime le fait d'aller regarder ces offres d'emploi internes et où on encourage la mobilité interne. Je vais vous donner un exemple, sans le nommer, un très grand groupe public, où l'actionnaire principal est l'État français, mais un très grand groupe avec une multitude de sociétés dans ce groupe-là, avait cette problématique-là. Il y avait beaucoup de départs et ils se rendaient compte qu'ils avaient investi sur des collaborateurs, formé des collaborateurs qui sont restés longtemps, qu'il y avait une vraie richesse dans leur talent et ils n'étaient pas capables de leur proposer des évolutions de carrière qui leur convenaient. Et il y avait une fuite des cerveaux de ce gros groupe. Il y avait parfois déjà des programmes de mobilité interne mis en place intrafiliales. Ce qu'on a construit avec eux, c'est un programme de mobilité interfiliale entre les différentes filiales, de manière à accompagner les collaborateurs dans des plans de carrière où ils avaient la sensation de changer d'entreprise, de changer parfois même de culture, alors qu'en réalité, ils ne faisaient que changer de filiale. Un programme de mobilité, c'est aussi un moyen de capitaliser sur vos collaborateurs. Ils sont déjà formés, ils sont déjà dans la culture de l'entreprise. Et si jamais c'est une culture qui leur convient,
c'est une perte sèche que de les laisser partir. Ça permet de diminuer considérablement le coût en recrutement, évidemment, parce que on parle de mobilité interne, et même s'il va y avoir un autre poste à pourvoir, d'abord parfois des restructurations sont possibles et nous permettent de diminuer le nombre de postes, même si ce n'est pas toujours ce que l'on souhaite. Et ensuite, le poste que l'on fait quitter est parfois beaucoup plus facile à pourvoir que le poste qu'on cherche à pourvoir au départ. Je ne sais pas si tout le monde l'a suivi sur le schéma. Ça permet une meilleure gestion, évidemment, des compétences internes. Ça renforce considérablement la marque employeur quand les personnes font des témoignages sur votre site carrière des différents postes qu'ils ont occupés au sein de l'entreprise. Les personnes qui regardent votre site carrière se disent « Ok, je peux y faire ma carrière ». Et ça, c'est un point qui est ultra différenciant. L'accélération du time to productivity, évidemment, un candidat qu'on n'a pas besoin de reformer à tous les outils internes de l'entreprise, ça va beaucoup plus vite. On a un candidat qui est efficace beaucoup plus rapidement, même si on a besoin de le reformer à certains types de solutions. Et enfin, ça permet de sécuriser évidemment des postes clés. Parce qu'on souhaite que ces postes soient occupés par des personnes qui resteront dans l'entreprise. Quoi de mieux qu'une personne qui a déjà fait ses preuves et qui est. Si vous avez des questions sur la mobilité interne, n'hésitez pas également. La connexion avait échoué. Je ne sais pas pourquoi ça marque connexion établie. J'espère que je n'ai pas été absent trop longtemps et que ça a fonctionné. OK. Je n'ai pas été appelé, en tout cas, par les personnes qui suivent. Donc, normalement, ça doit être bon. Qu'est-ce qu'on peut activer maintenant dès demain? Parce que c'est ça, finalement, qu'on cherche quand on vient dans un webinaire, c'est d'avoir des choses qu'on peut mettre en place assez rapidement. Alors, évidemment, il y a un plan en 3 étapes, mais déjà, avant de passer à parler de ce plan en 3 étapes, d'ailleurs, en partie de ce plan en 3 étapes, dans la partie étape 1, diagnostiquer, on va essayer de se poser les bonnes questions. Quel est votre coût réel, le coût réel de vos recrutements? On va regarder les recrutements externes et puis on va regarder le recrutement collaboratif. Sur vos recrutements externes, c'est très simple, hein. Le calcul, je vous le donne, il est facile à mettre en place. Vous regardez le coût que vous dépensez par job board, sur vos job boards au total, le coût que vous dépensez sur vos cabinets au total, le temps que vous investissez à recruter, donc le temps cumulé de tous les recruteurs si jamais vous avez des personnes qui sont à temps plein sur le recrutement, ou alors la quote-part qui sert au recrutement parmi les profils RH. Et vous pouvez rajouter à ça le temps des managers, lorsque les managers ont été impliqués dans le recrutement, combien de temps ça a pris. Tout ça cumulé, ça va vous donner votre budget de recrutement externe que vous pouvez diviser par le nombre d'embauches réalisées et vous avez votre coût à l'embauche. Le recrutement collaboratif, vous allez pouvoir regarder le coût de la solution de cooptation mise en place, le coût des primes que vous avez mis en place, le coût de l'animation, si jamais vous avez fait appel à une solution externe pour de l'animation, le temps passé sur le pilotage. Et puis, vous allez pouvoir comparer ça, justement, avec le coût de vos recrutements externes. Ça va vous permettre déjà de poser une première étape de diagnostic, à savoir le coût et est-ce qu'il y a bien un recrutement collaboratif qui est mis en place et quel coût ça représente. En toute logique, vous devriez avoir un coût sur le recrutement collaboratif qui est au moins 10 fois inférieur au recrutement que vous avez sur les recrutements externes. Alors, les KPI ici, on va les regarder un peu après. Mais on va se dire qu'il y a 3 grandes étapes donc, pour affiner son plan, pour mettre en place de la cooptation et un programme de recrutement externe. D'abord, il y a diagnostiquer quelle est aujourd'hui donc, la part réelle de vos recrutements issus de l'interne. Structurer, est-ce que vous avez un programme qui est mis en place? Est-ce que dans ce programme, il y a bien des choses très claires avec une prime à la cooptation? Est-ce que c'est des choses qui sont communiquées, communicables? Et ensuite, l'animation. Est-ce que vos collaborateurs savent qu'ils peuvent recommander? Comment est-ce qu'ils sont au courant qu'ils peuvent recommander? Et est-ce qu'ils sont au courant de la plateforme qui a été mise en place, de ce qu'ils peuvent y gagner? Est-ce que tout ça a bien été parfaitement défini? Ça, c'est le plan en 3 étapes. Et les questions que vous devez vous poser justement dès demain, c'est quelle part de mes recrutements est issue de la collaboration, de mes collaborateurs, comme on l'a dit. Est-ce que j'ai calculé mon coût réel par canal? Est-ce que ma mobilité interne est visible? Donc, tout ce qu'on vient de dire. Comment transformer mes collaborateurs et quel KPI mesure réellement la performance de mon sourcing? C'est un point évidemment hyper important. Alors, les KPI, je peux vous en donner d'ailleurs. Il y a 6 KPI pour moi qui sont essentiels. Le taux de cooptation, pour voir quelle part de vos recrutements sont issus de la cooptation. Le coût par source que vous avez, ça, logiquement, vous l'avez dans votre ATS. Si vous ne l'avez pas, équipez-vous d'un ATS comptable, j'ai envie de dire. Donc, le coût pour chacune de vos sources. Alors, par contre, l'ATS vous le donne à condition que vous l'ayez déclaré, bien évidemment, dans votre ATS. Le délai de recrutement que vous avez et regardez ce délai en fonction des sources de candidats.
c'est excessivement important. Est-ce qu'un candidat issu de la mobilité interne, mais autant, est-ce qu'on arrive à pourvoir aussi rapidement un poste lorsque le candidat est issu de la mobilité interne que lorsqu'il est issu d'un des job boards traditionnels que vous utilisez? Le taux de transformation par canal, évidemment, sur 1000 candidatures reçues par la cooptation, combien arrivent réellement en poste chez moi, et même chose avec tous les canaux que vous utilisez. Le taux de rétention à 12 mois, celui-ci, il est très difficile à mesurer parce que malheureusement, ce taux de rétention, vous l'avez dans votre SIRH et rarement dans votre ATS. Ça vaut le coup de se pencher là-dessus au moins une fois par an, de regarder à 12 mois, OK, quels collaborateurs sont restés, quels collaborateurs sont partis et quelle était la source de chacun de ces collaborateurs. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est pas si simple que ça à mesurer. Quand on y passe un petit peu de temps, c'est une demi-journée maximum si jamais vous avez une grosse structure, hein, mais une fois par an. Et encore, avec du TDA, on peut aller beaucoup plus vite. Mais ça vous permet de vous rendre compte à quel point la cooptation est le meilleur canal pour pouvoir avoir des candidats qui restent dans l'entreprise pour ce culture fit, pour le job fit, tout ce qu'on a vu justement juste avant. Et enfin, le taux d'activation des collaborateurs. Donc, sur 100 collaborateurs, combien ouvre ma plateforme de cooptation, combien recommande des profils et combien ont réussi à apporter un profil qu'on a réellement recruté. Toutes ces données, on va les emmagasiner, on va les garder. Toutes ces données, on va aussi pouvoir les faire parler en fonction de la typologie du poste. Demain, on sera capable de vous dire, pour un recrutement tech, un recrutement de dev, par exemple, vous avez là un recrutement de dev qui est ouvert depuis 6 mois, que vous n'arrivez pas à pourvoir. Eh bien, regardons sur les 12 derniers mois, quels sont les collaborateurs qui vous ont rapporté le plus de candidats dev? Quels sont les collaborateurs qui vous ont rapporté le plus de candidats dev que vous avez réellement recrutés? Et faites une action directe auprès de ces candidats. La plateforme de cooptation, c'est une chose. L'animation, c'est une chose très importante. Maintenant, la donnée qu'on vous donne, c'est aussi notre richesse. Vous croisez dans le couloir. Bon, attends, là, j'ai un poste, ça fait 6 mois qu'il est ouvert, tu m'avais apporté tel candidat, est-ce que tu ne peux pas me retrouver quelqu'un? Je peux vous dire que là-dessus, je suis sollicité moi-même par ma DRH tout le temps quand il y a des postes à pourvoir en Bretagne, parce que pour le coup, j'ai plusieurs réseaux en Bretagne, et puis c'est là où je suis basé. Et lorsque ce sont des postes proches d'un univers que je connais, elle fait des actions directes auprès de moi pour me demander si jamais je ne peux pas activer quelque chose en plus du partage d'offres que j'ai fait, en plus des candidats qui sont déjà arrivés par mon réseau, que j'aille faire des actions push moi-même directement auprès de ces candidats. Parce que l'action push, lorsqu'elle est faite par un pair et pas par un RH, par quelqu'un de son réseau, elle a un impact qui est complètement différent. J'ai terminé pour les choses que je voulais vous présenter aujourd'hui. Là, on peut rentrer dans la phase questions. Alors, je suis allé beaucoup plus vite que ce que j'avais prévu. J'étais trop long lorsque je répétais. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions pour ça. Ah, j'ai été absent 10 secondes visiblement, ça a un peu coupé, donc je suis désolé. J'allais trop vite, OK, on me l'a dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Je regarde si j'ai répondu à ce qui a déjà été posé. La réponse est oui. Vous avez dans le chat un toolkit qui a été partagé par Justine qui vous permet d'avoir accès justement, à tout un programme pour mettre en place la cooptation. Ce toolkit est présent ici, mais je vais pouvoir vous le remettre directement. Hop. Lien du bouton. Voilà. Toolkit. Je vous l'affiche directement sur la session. Voilà. Normalement, vous devez tous avoir accès au-dessus de la scène. Voilà. Donc, vous pouvez directement cliquer sur le lien pour aller télécharger le... Ah, on va voir sur scène, ça ne marche pas. Je ne sais pas si ça fonctionne. OK. Voilà, vous avez directement le lien pour aller télécharger le toolkit pour mettre en place un programme de cooptation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Si vous n'en avez pas, et j'en vois pas de particulière, eh bien, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à contacter directement Kicoopt, à scanner le QR code que je vous mets ici à l'écran pour pouvoir justement en savoir plus sur la solution. Kicoopt, pour mémoire, donc c'est une solution de cooptation de mobilité et de mobilité interne qui permet d'optimiser les coûts en recrutement, de faire du sourcing par recommandation et surtout d'avoir accès à ces 70% de candidats cachés auxquels on n'a pas accès de manière traditionnelle. Voilà. Merci à tous et à très bientôt chez Kicoopt.